La porteuse de lumière silencieuse. Ce que l'Empire ne pouvait nommer, il avait choisi d'enfermer. Ce que l'amour ne pouvait expliquer, il avait simplement vécu. Il existe, dans les archives classifiées de l'administration impériale centrale, un dossier dont la simple existence constitue une anomalie. Il ne porte pas de numéro de série. Il ne dispose d'aucune date de création enregistrée. Son niveau de confidentialité dépasse celui attribué aux armes de destruction planétaire, aux protocoles de succession dynastique, aux expériences les plus secrètes des premières générations coloniales. Le dossier s'intitule, sobrement, Phénomène, catégorisation impossible. Dans les couloirs feutrés du Sénat impérial, quelques hauts fonctionnaires connaissaient son existence. Ils ne le lisaient jamais. Non par négligence, mais par une forme de sagesse instinctive. La sagesse de ceux qui comprennent que certaines questions appellent des réponses qui bouleversent tout ce qu'on croyait comprendre de l'univers. Le dossier avait été constitué 72 ans plus tôt, à la suite d'une expédition dans les zones non cartographiées de l'anneau externe. Ces régions que les cartes impériales désignaient comme zones sans intérêt stratégique, mais que les explorateurs indépendants appelaient simplement les franges, avec le mélange de crainte et de fascination que ce mot charriait toujours. L'expédition avait trouvé quelque chose. Quelque chose qui ne rentrait dans aucune case des taxonomies existantes. Quelque chose qui semblait penser, ou du moins réagir avec une sophistication qui ressemblait à la pensée. Quelque chose qui semblait ressentir. Et quelque chose qui, pour des raisons que les scientifiques de l'expédition ne parvinrent jamais à formuler clairement, rendait les membres de l'équipage profondément mal à l'aise, non par peur, mais par honte. Comme si sa présence révélait quelque chose d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas envie de voir. L'Empire fit ce que l'Empire faisait toujours face à ce qu'il ne comprenait pas, il l'enferma. Il scella. Il classa. Il oublia soigneusement. Et pendant 72 ans, dans une capsule noire gravée d'interdiction juridique absolue, quelque chose attendit. Elle n'avait pas de nom. Elle apprendrait à en choisir un. L'espace profond n'était pas silencieux. Il respirait lentement, comme un animal immense plongé dans un sommeil millénaire. Les instruments du nomade céruléen captaient ce souffle cosmique, la radiation de fond à 2,7 Kelvin, le murmure des pulsars lointains, les craquements électromagnétiques des nuages de gaz se contractant sous leur propre gravité. Pour un être humain sans formation scientifique, ces données auraient été du bruit. Pour Arven Sol, après 9 ans passés dans les franges, elle composait quelque chose qui ressemblait à de la musique. Arven Sol avait 34 ans. Cheveux sombres taillés courts, mâchoire portant 3 jours de barbe négligée, yeux d'un gris légèrement bleuté. Il avait quitté la flotte de transport impériale 6 ans plus tôt, après avoir refusé un ordre qui aurait signifié abandonner un équipage en détresse, parce que le secours n'était pas rentable dans les paramètres de la mission. Ce refus l'avait mené ici, dans les franges, à récupérer des anomalies, pas des marchandises, des anomalies. Des choses que l'Empire avait perdues, oubliées, ou préféré ne plus regarder. Les frontières de la légalité dans ces cas étaient floues au point d'être presque inexistantes. Ce que l'Empire n'avait pas catalogué, techniquement, l'Empire ne le possédait pas. Ce soir-là, il sirotait un café froid devant ses écrans de balayage en pensant à peu de choses. C'était l'un des aspects les moins romanesques de sa vie. Ces heures de dérive pure entre deux destinations, où l'espace défilait en silence et où son esprit errait de la même façon. L'ordinateur parla dans son oreillette. Signal passif détecté. Origine inconnue. Classification administrative, scellé impérial. Arven posa sa tasse. Il passa mentalement en revue les implications de cette phrase. On n'interdisait pas de nommer quelque chose si ce quelque chose n'était pas susceptible de répondre à un nom. On n'interdisait pas d'interagir avec un objet inerte. Et la formulation ne pas nommer. Pas simplement ne pas endommager, ne pas activer, mais ne pas nommer, présupposait un sujet capable d'entendre et de répondre. Ce qui était à l'intérieur de cette capsule était vivant. Du moins, à sa façon. Il ne murmura à personne en particulier. Trop tard. Je suis déjà curieux. Il ouvrit la capsule. La lumière se contracta instantanément. Pas une lumière dans le sens ordinaire du terme. Un réseau mouvant de filaments lumineux qui occupait l'espace intérieur de la capsule comme un cerveau fait d'aurore boréale, comme une pensée rendue visible, comme si quelqu'un avait réussi à solidifier juste assez l'intelligence pour qu'elle occupe un volume dans l'espace. Et des carvennes apparut dans son champ de perception, la lumière se compacta. Devint plus dense, plus petite, comme une créature qui avait appris que bouger provoquait la douleur. Comme quelque chose qui avait 72 ans de solitude derrière elle et qui ne savait plus du tout à quoi ressemblait le monde extérieur.
Arven ne dit rien pendant une longue minute. Il regarda. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que regarder ne suffisait pas. Les premiers jours furent étranges d'une façon qui résistait à la description. Elle ne parlait pas. Ne réagissait pas aux objets. Ne bougeait que lorsqu'elle pensait n'être pas observée, des filaments qui s'étiraient lentement vers d'autres zones de la cabine, qui touchaient les surfaces avec la prudence d'une main qui explore sans jamais vraiment saisir. Comme quelqu'un qui vérifie que l'espace est réel. Qu'il ne va pas se dissoudre s'il le touche. Arven fit semblant de dormir plus souvent après ça. Il vaquait à ses occupations normales, lui parlait sans attendre de réponse, le genre de choses qu'on dit à une présence dont on n'est pas sûr qu'elle écoute, mais dont l'existence rend le silence moins épais. Il lui parla de la flotte. De la raison pour laquelle il l'avait quittée. Des livres sur sa tablette, accumulés sans plan. De la façon dont il aimait préparer son café, longuement, avec attention, comme un rituel. Le 7e jour, alors qu'il travaillait sur un circuit défaillant, assis par terre dans la cabine principale, une voix apparut directement dans sa conscience. Pas dans ses oreilles. Dans sa tête, avec la clarté cristalline d'une pensée propre, mais qui n'était pas la sienne. Interaction non requise. Il se redressa si brusquement qu'il renversa la moitié de ses outils. Tu viens de parler ? Correction. Transmission informative minimale. La voix n'était pas réellement une voix. C'était quelque chose entre la langue et la pensée, des significations qui se formaient directement, sans passer par l'air et les cordes vocales. Arven mit quelques secondes à comprendre qu'il entendait des concepts que son cerveau traduisait en langage, parce que c'était la seule façon qu'il avait de les traiter. Tu as un nom ? Long silence lumineux. Désignation personnelle non nécessaire. Arven posa ses outils. S'assit mieux. Croisa les bras, sans impatience. Tu viens de m'informer que mon circuit est réparé, ce qui implique que tu as regardé ce que je faisais. Si tu as de l'intérêt pour quelque chose, alors tu mérites un nom pour te distinguer de toutes les autres choses qui n'en ont pas. Tout être qui peut répondre mérite un nom. Choisis-en un. La lumière vibra. Hésita. Ce fut la première hésitation vraiment lisible qu'elle manifestait, une oscillation des filaments qui ressemblait, si on voulait bien l'interpréter généreusement, à une délibération intérieure. Puis, l'humaine. C'est bien, dit-il simplement. Il ramassa ses outils. Retourna à son circuit. Et dans le coin de la cabine, la lumière resta immobile, mais quelque chose dans son immobilité avait changé. Comme si nommer était une encre. Comme si avoir un nom rendait l'existence un peu plus incontestable. Au fil des jours, il lui posa la question qui l'obsédait. Pourquoi t'ont-ils enfermé ? Long silence. Ce que je suis déstabilise. Ce que je perçois dérange. Ce que je fais n'entre dans aucune catégorie utile à l'Empire. Et qu'est-ce que tu fais ? La lumière brilla un instant plus fort. Je perçois la souffrance. Arven prit une longue inspiration. Et ensuite, je ne peux pas ne pas répondre. Il y avait dans cette phrase une nuance qui ne ressemblait à rien qu'Arven ait jamais entendu. Non pas de la résignation, non pas de la fierté, mais quelque chose de plus fondamental. La description de sa propre nature aussi nue qu'une loi physique. L'eau coule vers le bas. Le feu brûle. L'humaine répondait à la souffrance. Il pensa, en préparant son repas du soir, que l'Empire avait emprisonné quelque chose qui soignait. Et il ne trouva pas de façon de rendre sa sensée. Non pas parce qu'elle était dangereuse. Parce qu'un être qui ne peut pas ne pas aider est fondamentalement incompatible avec un système qui utilise la souffrance comme outil de contrôle. L'Empire ne pouvait pas la corrompre. Ne pouvait pas la menacer. Ne pouvait pas l'acheter. Elle était, dans sa nature même, une forme de résistance absolue. Tout changea 2 semaines plus tard, avec un signal de détresse. Vaisseau civil. Coque partiellement fracturée. Équipage en hypoxie croissante. L'air se raréfiait lentement, mais sûrement dans les compartiments habités. Arven fit le calcul rapidement. 42 minutes à vitesse maximale. Il modifia sa trajectoire, soupira, ralluma son café. Mais avant qu'il ait achevé de modifier ses paramètres, la lumière dans le coin de la cabine explosa soudain d'intensité. L'humaine vibrait d'une façon qu'il n'avait jamais vue. Ses filaments lumineux s'étiraient dans toutes les directions, frémissant, comme une antenne captant un signal sur toutes les fréquences à la fois. Souffrance détectée. Multiples sources biologiques. Distance critique. Je sais, je modifie déjà la trajectoire. Attends. L'humaine n'attendit pas. Il n'eut que le temps de voir les filaments se rassembler, se densifier en un point unique,
et traverser la paroi du vaisseau comme un souffle invisible, comme si la matière solide du métal n'était qu'une suggestion qu'elle avait choisi d'ignorer. Il courut au hublot tribord. Dans le vide spatial absolu, une traînée lumineuse filait vers le vaisseau mourant, quelque chose qui se déplaçait avec la certitude de quelqu'un qui sait exactement où il va et pourquoi. La traînée lumineuse atteignit le vaisseau endommagé et l'enveloppa. Doucement, presque tendrement. Les fractures de la coque se refermèrent, lentement d'abord, puis avec une accélération qui défiait toute logique physique connue. Le métal semblait se souvenir de sa forme originale et y revenir, guidé par quelque chose qui comprenait sa structure moléculaire mieux que lui-même. La pression d'air remonta. Les signes vitaux de l'équipage passèrent du rouge critique au vert stable, avec une régularité qui ressemblait à un miracle, sauf que les miracles, contrairement à ça, n'avaient pas même d'explication partielle. Arven resta figé. Elle les répare, murmura-t-il. L'humaine revint 20 minutes plus tard. Sa luminosité était réduite de moitié, peut-être plus. Là où ses filaments avaient été vifs et denses, ils étaient maintenant flous, vacillants. Comme une flamme après avoir brûlé trop longtemps. Fonction de soulagement exécutée. Tu viens de te consumer pour des inconnus. Silence. Souffrance perçue, nécessite réponse. Il s'assit en face d'elle, et dans l'évidence simple de cette réponse, se trouvait quelque chose qui le laissait sans mots. Non pas parce que c'était irrationnel. Parce que c'était d'une rationalité si absolue, si débarrassée de toute considération stratégique ou personnelle, que ça ressemblait à la définition d'une conscience entièrement différente de la sienne. Il approcha une chaise de son coin, s'y assit, et travailla pendant 3 heures à moins d'1 mètre d'elle, sans un mot. Sa luminosité remonta doucement. Parmi les membres d'équipage du vaisseau sauvé, se trouvait quelqu'un qui n'oublierait pas. La docteure Sienne Vael, xénobiologiste, avait vu la traînée lumineuse depuis son hublot. Elle n'avait pas perdu connaissance pendant l'incident et elle avait vu, dans le bref instant où la lumière avait touché la coque à proximité de son regard, quelque chose qu'elle ne sut pas exactement décrire. Une conscience. Une intention. Quelque chose qui avait regardé à travers le verre. Elle nota tout dans son journal. Les coordonnées. L'immatriculation du nomade céruléen. Puis elle rangea le journal et attendit. Sienne Vael était patiente. C'était une qualité essentielle en xénobiologie. Elle monta à bord du nomade 11 jours plus tard. Les épaules d'une femme habituée à porter un équipement lourd, des yeux noisettes qui évaluaient rapidement sans sembler juger, et un carnet de notes physiques, du vrai papier, qu'elle ne lâchait pas. Elle vit l'humaine immédiatement. Ne dit rien pendant 10 secondes entières. Pas d'effroi. Pas d'enthousiasme excessif. Simplement de la concentration, précise et tranquille comme un instrument de mesure. Ce fut elle qui rompit le silence. Vous êtes ce qui a réparé notre vaisseau. Oui. Vous le referiez? L'humaine resta silencieuse un moment. Ce n'était pas une hésitation, c'était une considération réelle, profonde. Si je percevais à nouveau votre souffrance, je ne pourrais pas ne pas le faire. Compulsion ou choix? Les deux. Et la frontière entre eux est ce que j'apprends actuellement. La docteure Vael leva les yeux de son carnet. C'est la réponse la plus honnête que j'ai entendue sur la question du libre arbitre depuis mes études de philosophie. Et pour la première fois depuis qu'Arven la connaissait, l'humaine sourit. Encore un peu approximatif. Pas tout à fait le sourire d'un être qui a appris à sourire, davantage l'expression d'un être dont les muscles faciaux commençaient à comprendre comment traduire un état intérieur. Mais c'était indéniablement un sourire. Le soir du premier jour, Sienne parla à Arven seule dans la cuisine, tandis que l'humaine écoutait une pièce musicale dans la cabine voisine. Elle n'est pas cataloguée. Rien de ce que je connais n'y ressemble. Elle existe dans une catégorie que la science actuelle ne possède même pas les outils pour décrire. Je sais. L'Empire le sait aussi. C'est pour ça qu'il l'a enfermée 72 ans. Je sais ça aussi. Un temps. Je ne vais pas la signaler. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Parce que ce que j'ai vu à travers ce hublot était la chose la plus extraordinaire de ma vie de scientifique. Et parce que quand quelque chose d'aussi extraordinaire choisit d'utiliser son existence pour soulager la souffrance, ça mérite d'être documenté. Pas pour l'Empire. Pour après. Elle s'arrêta à la porte du sas, au moment de partir. Se retourna. Elle vous aime, vous savez. Arven ne répondit pas. Ce n'est pas une observation romantique. C'est une observation biologique. La façon dont sa structure se stabilise en votre présence. La façon dont elle parle de vous quand vous n'êtes pas là. La question est, qu'est-ce que vous ressentez?
Il ne répondit pas à ça non plus. Mais après que le sas se fut refermé, il retourna dans la cabine principale, où l'humaine était assise à écouter sa musique les yeux mi-clos, et il s'installa à côté d'elle sans rien dire, suffisamment proche pour que leurs bras se frôlent légèrement. Elle ne bougea pas. Il ne bougea pas non plus. La musique jouait. Le changement le plus profond arriva un soir qu'Arven n'avait pas prévu d'être mémorable. Il lisait, allongé sur sa couchette. La cabine était dans sa lumière de soirée, tamisée, légèrement chaude. Il entendit quelque chose de différent dans l'air. Pas un son. Un changement de densité. Il baissa son livre. Dans le coin où l'humaine résidait habituellement, les filaments lumineux avaient cessé leur dérive. Ils se compactaient, lentement, avec une précision qui ressemblait à une intention délibérée. Pas comme quand elle s'était contractée de peur, à leur première rencontre. Autrement. Avec quelque chose dans le mouvement qui ressemblait à de la construction plutôt qu'à de la protection. Arven s'assit lentement. Posa son livre. Ne dit rien. Les filaments continuèrent leur travail. Plusieurs minutes. Le temps sembla se contracter autour de ce qui se passait, rendant l'attente chargée, comme l'air avant un orage. Les filaments se courbèrent. S'organisèrent. Suivirent des lignes qui obéissaient à une logique que l'espace entre eux lui suggérait peut-être. Une silhouette se forma. Humanoïde. Tremblante. Des membres, un torse, une tête. Les proportions légèrement fluides encore, hésitantes, comme une esquisse cherchant sa forme définitive. La surface se stabilisa par degrés successifs. Ce qui avait été des filaments translucides se muait en quelque chose qui ressemblait à, qui était, dans tous les sens fonctionnels du terme, une peau. Nacrée, légèrement luminescente, entre l'ivoire et l'opale selon l'angle de la lumière ambiante. Les traits du visage se précisèrent en dernier. Pas tout à fait humains, mais humanoïdes. Des yeux qui contenaient encore de la lumière propre. Une bouche qui n'avait pas encore appris les expressions, mais qui en avait la forme. Arven tendit la main. Contact. Sa paume toucha l'avant-bras de l'humaine. Ce qu'il sentit était réel au-delà de ce qu'il avait imaginé. Chaleur, souplesse, une texture légèrement différente de la peau humaine ordinaire mais reconnaissable dans sa catégorie. Quelque chose qui répondait à la pression de sa main avec la consistance de la matière vivante. L'humaine inspira. Ce fut un vrai son pour la première fois, produit par de l'air qui passait à travers quelque chose qui ressemblait à des poumons. Un son de surprise et d'invasion simultanée. Signal tactile continu, pression douce, variation thermique. Elle frissonna. Tout son corps traversé d'un tremblement qui n'était pas de la peur. C'est intense. Sa voix, maintenant produite par de l'air et de la matière, avait une texture différente de la transmission mentale. Basse, légèrement vibrante, avec une qualité de résonance qui n'appartenait pas aux voix humaines ordinaires, mais qui n'en était pas très éloignée. « Bienvenue dans le monde matériel », murmura Arven. Elle le regarda. Ses yeux, lumineux, d'un bleu-gris changeant, l'observèrent avec l'intensité de quelqu'un qui voit pour la première fois depuis l'intérieur d'un corps plutôt que depuis partout à la fois. C'est beaucoup plus limité. Oui. C'est souvent le cas avec les choses qui comptent. Les jours suivants furent une exploration que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée dans sa totalité. Elle découvrit la marche, non pas le mécanisme, qui lui vint naturellement, mais la sensation. Chaque surface différente sous les pieds, la légère vibration des moteurs secondaires remontant depuis les semelles. Elle s'arrêtait souvent, posait sa paume à plat contre une paroi, fermait les yeux. Les moteurs principaux sont à 22 mètres en arrière, disait-elle. Je les sentais avant. Maintenant je les sens différemment. Ici, dans la chair. Elle découvrit le goût, le pain, le thé et le chocolat, qui provoqua une montée soudaine de luminosité et un long silence contemplatif qu'Arven apprit à reconnaître comme la forme que prenait, chez elle, la satisfaction profonde. Elle découvrit la respiration, pas comme mécanisme automatique, mais comme objet d'attention. Un soir, il la trouva assise sur le sol de la cabine, le dos contre la paroi, une main posée sur sa poitrine. J'observe la respiration. Elle est involontaire. Tu n'as pas à la surveiller. Je sais. Mais elle est là. Constante. Comme une marée très petite à l'intérieur. Je la trouve apaisante. Elle découvrit aussi ce qu'il appela intérieurement la solitude du corps. Cette condition particulière d'un être qui, autrefois présent partout à la fois, devait maintenant n'être qu'en un seul endroit. C'est étrange de n'être qu'en un seul endroit à la fois. C'est la condition humaine. Elle est plus solitaire que je ne l'imaginais.
La stabilité corporelle dépendait de deux choses pour elle, sa propre concentration et la proximité d'Arven. Quand il était là, ses contours devenaient nets automatiquement. Sa luminosité intérieure se régulait. Elle respirait plus régulièrement. Elle ne lui expliqua pas ce phénomène en termes directs pendant longtemps. Elle le laissa l'observer. Puis un soir, simplement. Quand tu es là, il m'est plus facile d'être ici. Il y avait dans cette phrase une économie de mots qui contenait plus que des volumes entiers auraient pu exprimer. Je suis là, répondit-il. La relation physique entre eux évolua avec la même lenteur patiente et inévitable que tout le reste. D'abord les mains, la sienne sur son avant-bras, lors de l'incarnation. Puis sa paume à elle, posée sur sa poitrine un soir qu'il travaillait à son bureau. Rythme interne détecté. Pulsation régulière. Mon cœur. Elle ferma les yeux. Synchronisation partielle, apaisante. Et elle était restée ainsi longtemps, sa paume contre sa poitrine, à écouter quelque chose qu'aucun instrument ne pouvait mesurer. Le message impérial arriva sur la fréquence officielle de l'administration. Les mots étaient sobres, administratifs, mais Arven avait passé assez de temps dans la flotte pour lire entre les lignes. Il savait exactement où il était. Il lui donnait le choix de revenir de lui-même pour éviter le pire. Et le pire, dans la terminologie impériale de ce niveau de classification, ne désignait pas une amende. Il ferma la communication. Se retourna vers l'humaine. Elle avait suivi sa lecture. La tension progressive de ses muscles, les variations de son rythme cardiaque qu'elle monitorait depuis longtemps avec la même attention que ses instruments. Tu savais que ça arriverait. Oui. Et tu as quand même ouvert la capsule. Oui. Pourquoi? Il réfléchit. Vraiment réfléchit. Parce que quelque chose de scellé dans le noir pendant 72 ans mérite mieux que de continuer à être scellé dans le noir. Elle le regarda longuement. Et maintenant? Maintenant on court. Les intercepteurs impériaux apparurent sur les capteurs 18 heures plus tard. 3 vaisseaux. Classe Faucon de l'administration, rapides, conçus pour l'interception, équipés de systèmes de blocage cinétique qui rendaient la fuite difficile si on les laissait assez s'approcher. Le nomade était plus lent, mais plus maniable dans les champs de débris des franges, et Arven connaissait ces régions mieux que n'importe quel pilote de flotte qui n'avait jamais opéré en dehors des routes balisées. Accroche-toi. Il plongea le nomade vers un champ d'astéroïdes qu'il avait cartographié 3 mois plus tôt, un enchevêtrement de roches et de métal brut qui rendait les systèmes de guidage automatique presque inutilisables. Les intercepteurs hésitèrent aux entrées. Ce fut la première bonne nouvelle. La mauvaise vint immédiatement après. L'humaine se raidit dans son siège. Ses mains se crispèrent sur les accoudoirs. Sa luminosité monta d'un coup, comme une surcharge. Le pilote du vaisseau central. Il est blessé. Douleur chronique. Intense. L'humaine. Je sais. L'humaine, non. Trop tard. L'onde lumineuse, qui quitta son corps, frappa les 3 intercepteurs simultanément. Elle ne voulait atteindre qu'un seul pilote, mais son contrôle n'était pas encore assez fin pour discriminer entre les sources de souffrance proches. Le pilote blessé fut instantanément soulagé. Mais l'onde toucha aussi les systèmes des vaisseaux, corrigea sans le vouloir des micro-défaillances dans leurs moteurs. Ils revinrent plus vite. Ton empathie nous trahit. Cria Arven. Pas méchamment. Avec la franchise brute de quelqu'un qui a peur et ne sait plus cacher sa peur. Impossible d'ignorer. J'ai essayé. Je ne peux pas. La douleur dans sa voix n'était pas la douleur d'avoir échoué. C'était quelque chose de plus profond. La douleur de ne pas pouvoir être différente de ce qu'elle était, même quand cette nature la mettait en danger. Arven fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en navigation d'urgence. Il prit sa main. 1 seconde. 2. Je ne t'en veux pas, concentre-toi sur ta cohésion. Laisse-moi m'occuper d'eux. Elle hocha la tête. Les 20 minutes qui suivirent furent la navigation la plus intense de sa vie. Le nomade rasait des roches de plusieurs kilomètres de diamètre à des vitesses qui laissaient peu de marge à l'erreur. Il perdit 2 propulseurs auxiliaires sur un rocher frôlé trop étroitement. Un panneau de navigation s'éteignit. Mais ils étaient encore devant. Puis les intercepteurs tirèrent. Un tir de blocage cinétique, précis, professionnel, qui arracha les propulseurs secondaires du nomade. Le vaisseau dériva. Les commandes devinrent molles dans les mains d'Arven. On ne tiendra pas. Sa voix était étrangement calme. La sérénité de quelqu'un qui a calculé les probabilités et en a accepté le résultat. L'humaine ferma les yeux. Le silence dans la cabine durait depuis 7 secondes quand elle les rouvrit.
Ses yeux brillaient de leur propre lumière. Non pas la lumière douce et régulière qu'il avait appris à associer à son état stable, mais quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Comme si la surface corporelle qu'elle s'était construite devenait momentanément translucide et laissait voir ce qu'elle était en dessous. Il y a quelque chose que je peux faire. Dis-moi. Une projection massive. Une onde émotionnelle ciblée sur les équipages des 3 vaisseaux. Panique pure. Leurs systèmes dériveront hors trajectoire. Un temps. Et toi? Risque critique pour mon intégrité. Probabilité élevée de fragmentation partielle ou totale. Tu pourrais mourir. Probabilité élevée. Les intercepteurs se rapprochaient. Les capteurs montraient qu'ils préparaient un deuxième tir. Arven se retourna vers elle complètement. Abandonna les commandes. Il y a d'autres options? Aucune avec ce niveau de certitude dans ce délai. Les 7 secondes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Puis l'humaine s'approcha de lui. Lentement. Avec une délibération dans chaque mouvement, qui rendait la délibération elle-même visible. Elle leva ses mains et les posa de part et d'autre de son visage. Ses paumes chaudes, légèrement lumineuses, encadrant ses joues. Peau chaude. Vivante. Il posa ses propres mains sur les siennes. Le contact avec toi augmente ma cohésion. Pause. Mais mon existence n'a de sens que si je peux choisir. Une autre pause, plus longue. Je choisis de te protéger. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Il ne dit rien. Parfois les mots n'ont pas la vitesse requise. Elle se leva. Elle se plaça au centre de la cabine, les bras légèrement ouverts, les yeux fermés. Sa forme corporelle commença à irradier quelque chose d'invisible, une présence que la lumière ne pouvait pas contenir. L'onde s'étira vers les vaisseaux impériaux. Il ne les vit pas réagir, mais il vit les trajectoires se modifier. Les 3 chasseurs déviaient simultanément de leur axe d'interception, leurs moteurs passaient en mode d'urgence autonome sans direction consciente à leur bord, dérivaient dans 3 directions différentes comme des feuilles dans un vent invisible. Puis l'humaine s'effondra. D'un coup. Comme si quelque chose qui tenait la forme ensemble s'était soudainement retiré. Arven la rattrapa avant qu'elle touche le sol. Son corps dans ses bras était plus léger que d'habitude. Bien plus léger, comme si la densité de sa matière avait partiellement diminué. Ses contours n'étaient pas nets. Translucides par endroits, avec des lacunes dans la structure à travers lesquelles la lumière passait irrégulièrement. « Reste avec moi, reste. » Sa voix n'était pas une commande. C'était une supplication aussi nue qu'il ait jamais exprimée. Il s'assit sur le sol de la cabine avec elle dans les bras. Sa main contre sa joue, là où elle était encore solide, encore tangible. Contact constant. Il ne bougeait pas, ne parlait plus, laissait simplement la chaleur de sa paume exister contre la surface vacillante de son visage. Les intercepteurs dérivaient, loin. Le nomade dérivait aussi, sans propulsion, mais vers l'espace libre. La structure de l'humaine se reforma par degrés. Laborieusement. Avec des reculs, des moments où ses contours semblaient décider de se stabiliser puis se dissolvaient légèrement à nouveau. Arven prononçait son nom parfois, pas pour la rappeler, mais pour lui confirmer qu'il était là. Il avait froid, la régulation thermique était affectée par les dommages. Il ne bougea pas quand même. Au bout d'1 heure, les yeux de l'humaine s'ouvrirent. Moins lumineux qu'avant. Mais là, elle le regarda. Tu es froid. Il rit. Brièvement, mais vraiment. Mes systèmes thermiques sont en panne. Ce n'est pas grave. Elle leva la main contre son bras. Quelque chose de chaud se diffusa depuis son contact. Je peux, un peu. Pas beaucoup pour l'instant. Garde ton énergie. Je la gère. Il la regarda, ce visage encore légèrement translucide, ses yeux encore légèrement moins brillants, et dit, très doucement. Tu n'aurais pas dû. Elle soutint son regard. Si. C'était le seul choix que je pouvais vivre avec. Il y avait une distinction dans cette phrase qu'il ne pouvait pas ignorer. Pas le seul choix possible, le seul choix qu'elle pouvait vivre avec. Ce n'était plus le langage d'une compulsion. C'était le langage d'une conscience qui savait ce qu'elle était et l'assumait. Il la serra plus fort. Elle ne résista pas. Ils parvinrent à la frontière de l'espace libre 19 heures plus tard. Les intercepteurs ne les suivirent pas. Arven garda les mains sur les commandes encore 10 minutes après la confirmation, par habitude de méfiance. Puis il les retira. Se pencha en arrière dans son siège. Sienne avait raison, dit-il. Silence. Sur quoi? Sur ce que je ressentais. Il ne précisa pas. Il n'avait pas besoin.
Elle percevait les états psychologiques des êtres vivants avec une précision que les mots n'atteignaient pas. Elle savait déjà. Je sais ce que je ressens aussi. Elle dit ça avec la même précision qu'elle mettait dans toutes ses affirmations. Non pas parce qu'elle ne connaissait pas les ornements, elle les avait appris depuis. Mais parce que ce type d'affirmation ne les méritait pas. Il se leva, traversa la cabine, et s'assit à côté d'elle. Leurs épaules se touchèrent. Ils regardèrent l'espace libre ensemble. Ce fut suffisant. À la colonie de Nouvelle-Kéa, 117 personnes vivaient avec la conviction que l'espace entre les lois n'était pas nécessairement un vide, que des communautés pouvaient exister là, si ceux qui les bâtissaient acceptaient l'incertitude permanente comme donnée de départ plutôt que comme problème à résoudre. Un virus que les médecins de la colonie ne savaient pas traiter avait mis 18 personnes à terre. 3 enfants. Arven et Lumen arrivèrent 7 jours plus tard. Elle put en guérir 12 avant que ses ressources s'épuisent. Les 6 restants n'étaient pas en danger immédiat, mais souffrants. Elle se tenait à la porte de la salle commune et les regardait avec une expression qu'il n'avait encore jamais vue sur son visage. Quelque chose entre la souffrance et la détermination, comme quelqu'un qui apprend une leçon douloureuse et refuse de l'accepter, mais ne peut pas l'ignorer. « Tu ne peux pas aider si tu t'effondres, » dit-il doucement. « Je sais. Demain, tu pourras en guérir encore. Il souffre ce soir. » Il s'approcha et prit sa main. « Oui. Et tu as déjà guéri 12 personnes aujourd'hui. Choisir quand, c'est aussi une forme de soin. » Elle le regarda longuement. « L'Empire m'a enfermée pour m'empêcher de choisir de ne pas aider. Et maintenant tu me demandes de choisir de ne pas aider. La différence, c'est que maintenant tu choisis. Pas quelqu'un d'autre à ta place. » Elle réfléchit à ça. Puis elle s'éloigna de la porte. Vint s'asseoir près du feu de camp que les habitants avaient allumé dans la cour. Un homme de la colonie lui offrit une tasse de quelque chose de chaud. Elle la prit avec les 2 mains. Inclina la tête en remerciement. Arven la regarda faire et pensa que c'était une des choses les plus courageuses qu'il avait jamais vu faire. Ils avaient maintenant des habitudes. Le matin, Arven préparait le café et Lumen s'asseyait à la table avec lui, pas nécessairement pour boire, mais pour être là pendant que lui buvait. Elle avait ses propres rituels, une période de calibration qu'elle décrivit un jour comme vérifier que tous les filaments sont en place. Après la calibration, elle parlait davantage. Elle avait découvert les livres. Elle avait des opinions, des désaccords, des enthousiasmes, une philosophie stoïcienne qu'elle avait qualifiée de remarquablement adaptée à ma situation, un roman policier détesté parce que ses personnages étaient incapables de dire ce qu'ils ressentaient et ça les rendait inutilement misérables. Arven avait ri à ça pendant assez longtemps pour qu'elle le regarde avec une expression qui mêlait l'incompréhension et quelque chose de plus doux. Le soir où tout changea de texture une dernière fois était un soir ordinaire. Ils étaient en dérive libre dans une région étonnamment dense en nébuleuses, des brumes de gaz ionisés colorés qui transformaient la vue depuis les hublots en quelque chose d'extraordinaire. Des voiles mauves et dorées s'étiraient sur des milliards de kilomètres, traversés par l'éclat plus dur et plus précis des étoiles. Lumen était debout face au hublot principal, immobile, regardant. Arven la rejoignit. Ils restèrent côte à côte pendant un long moment silencieux. Puis elle dit, très doucement. « Quand tu me touches, je deviens plus réel. » Il ne répondit pas immédiatement. « Quand je te touche, je comprends pourquoi exister est précieux. » Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux, cette lumière particulière qu'aucun être humain n'avait et qui était la sienne, le regardèrent avec quelque chose qu'il n'avait aucune raison de ne pas reconnaître pour ce que c'était. Elle guida sa main sur sa joue. Température douce. Texture vivante. Sa surface répondait à la chaleur de sa paume avec la consistance d'une peau réelle. Et en dessous, très légèrement, il pouvait sentir la vibration qui était sa façon de réagir à ce qui lui faisait du bien. Elle frissonna légèrement. Cette sensation, je ne veux plus la perdre. Tu n'as pas à la perdre. Il l'enlaça. Elle répondit. Pas de façon hésitante. Naturellement, avec la même précision qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait, des bras qui savaient où ils allaient parce qu'ils avaient, d'une certaine façon, toujours su. Pas programmée. Pas apprise. Choisie. Ils restèrent ainsi devant les nébuleuses pendant longtemps. L'espace les regardait, indifférent et magnifique. Ils s'installèrent à Nouvelle-Kéa. Pas entièrement. Le nomade avait toujours besoin de naviguer, et eux avec lui. Mais il y avait 2 chambres au fond d'un bâtiment communautaire face à la plaine, des murs de pierre locale et un toit en métal recyclé qui résonnait joliment sous la pluie, et une fenêtre orientée vers ce que les habitants appelaient le grand silence, la direction de l'espace ouvert, là où l'horizon se terminait et où commençait quelque chose de plus grand.
Il dormait avec cette fenêtre ouverte les soirs clairs. L'humaine a pris la limite. Ce fut un apprentissage long, non linéaire, parsemé de rechutes. Mais progressivement, avec la même précision méthodique qu'elle appliquait à tout le reste, elle apprit à distinguer ce qui était urgence réelle de ce qui était urgence percevable. Elle apprit que soulager la souffrance de 10 personnes aujourd'hui et de 10 autres demain valait mieux que d'en soulager 20 aujourd'hui en étant incapable d'agir pendant une semaine. Elle apprit à dire des mots qu'elle n'avait jamais dits. Pas maintenant. Demain. J'ai besoin de me reposer d'abord. Ces mots lui coûtèrent longtemps. Elle les prononçait avec l'effort visible de quelqu'un qui va contre quelque chose de profondément enraciné. Arven l'entendait chaque fois et ne disait rien. C'était son combat, pas le sien. Il était là simplement, ce qui était la seule chose qu'il pouvait offrir et qui semblait être exactement la bonne chose. Un soir, sous un ciel violet que cette planète offrait pendant sa saison froide, un violet profond qui n'existait sur aucune autre planète qu'Arven n'ait jamais visitée, un violet que personne n'avait encore décidé comment nommer. L'humaine prit la main d'Arven et la posa sur son cœur. Son cœur. Qu'elle s'était fait, à partir de rien, ou de ce qui était mieux que rien. Il sentit sous sa paume le rythme stable, légèrement différent d'un rythme cardiaque humain. Légèrement plus lent, avec une résonance harmonique qu'il percevait maintenant simplement par le contact, sans avoir besoin d'aucun instrument. Elle dit. J'ai sauvé des milliers d'êtres depuis que tu m'as libéré. Il attendit. Mais être tenu par une seule personne est plus transformant que tout. Il ne répondit pas tout de suite. Il pensait à la capsule. Aux mots gravés dans le métal noir, ne pas nommer. Aux 72 ans. À tous les êtres que l'Empire avait laissé souffrir pendant qu'elle était enfermée. À toutes les mains qu'elle avait tenues depuis, toutes les douleurs absorbées, tous les équipages revenus à eux dans la stupéfaction du miracle ordinaire. Il pensait à ce qu'elle avait dit une fois, que la solitude se sent physiquement, dans la poitrine, comme un espace vide qui a sa propre pesanteur. Il la serra plus fort. Tu restes ? Elle répondit en l'embrassant doucement. Toujours. Et pour la première fois de son existence millénaire. Pour la première fois depuis sa naissance dans un phénomène cosmique que personne n'avait su nommer. Pour la première fois depuis la capsule et le silence et les 72 ans attendus. La lumière ne cherchait plus quelqu'un à sauver. Elle avait trouvé quelqu'un avec qui vivre. Ce n'est pas la lumière qui a appris à aimer. C'est l'amour qui lui a appris à rester. Fin de l'histoire. Écoutez l'audiobook complet. Vous avez une réaction, une émotion, quelque chose à dire après cette écoute ? Laissez un commentaire, une note, ou simplement un mot. Chaque retour aide cette histoire à trouver les oreilles qui en ont besoin. La lumière ne cherchait plus quelqu'un à sauver. Peut-être cherchait-elle simplement quelqu'un à qui se faire entendre.